Des références en troupeau. Oh, mauvais truc. Oh, mauvais truc. Moi, je fais une autoréférence. Salut tout le monde, ici le Geek à lunettes. Et le geekophile. Et le geek scientifique. On est là aujourd'hui pour critiquer, pour faire un retour élogieux sur Ready Player One que je viens de voir pour la deuxième fois en 3D. On vient juste de sortir de la séance et puis alors chacun son tour, on va donner un avis global et on entrera dans les détails. Si vous voulez aller voir la critique sans spoiler, elle est sortie il y a 2 jours sur la chaîne, 2 ou 3 jours. En 5 minutes. En 5 minutes, juste pour savoir ce que vaut le film et pour vous donner envie d'aller le voir, ou pas. Parce que là, ça va spoiler sévère. Ouais, on rentre direct dans le spoil. Voilà. Donc Jean, qu'est-ce que t'as pensé du film? Eh ben écoutez, moi, à la première bande-annonce que j'ai vue, je me suis dit putain, encore un film de merde sur les jeux vidéo et tout. Bah même Joey était là, Joey m'a dit non mais tu te rends pas compte, ça va être génial, c'est Steven Spielberg et tout. Du coup j'ai passé mon temps à argumenter et à foirer le début de Black Panther parce qu'on discutait de ça. Alors ça c'était extrêmement gênant, on était dans la salle, il y avait les deux qui disaient non mais je te dis que ça va être nul. Mais non mais tu comprends pas. Puis il y avait des gens qui se retournaient, puis True story, les gens se sont vraiment retournés en nous dit, presque en me disant bon c'est bon, vous pouvez la faire maintenant. on s'était encore que les pubs mais quand même. Ouais, il y avait encore de la lumière. On n'est pas des mecs chiants au cinéma, pas comme les deux qui étaient derrière nous pour rendre en Ready Player One. 5 minutes de sonnerie de téléphone. Ouais, 5 Merde, minutes. pourquoi est-ce qu'on passe cette merde maintenant? Enfin bref, tout ça pour dire que j'étais vraiment parti en me disant que ça va être un bon gros film de merde. Et mea culpa, c'est un film que j'ai trouvé super, c'est vraiment un film génial. Toutes mes craintes, aucune de mes craintes ne s'est confirmée. Vraiment, je suis sorti de ce film même plus que satisfait. Et ben moi comment dire, que dire, enfin, je vais pas les mots en fait, non. En vrai c'était un film absolument génial. Il y a peu de choses négatives, j'ai peu de choses négatives à dire sur ce film parce que voilà quoi, c'est une claque visuelle, le scénario il tient la route, les références elles nous claquent au visage mais c'est pas, ça nous éblouit pas, voilà, si je peux dire, voilà, ça illumine le film sans être totalement regardez, regardez, là, regardez, là il y a une référence, vous avez vu, il y a une référence, non, c'est une référence comme si c'était normal en fait, comme si c'était un objet du film, tout simplement, et c'est ça qui est génial, ça reste discret. C'est pas un gros Coca-Cola au milieu de l'écran, au milieu du film. Et puis quelqu'un qui joue pas forcément régulièrement aux jeux vidéo, Overwatch, ça passe inaperçu pour lui. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de références qu'il y a des fois il y a des plans larges, ce qu'on disait aussi avec Jean, on discutait, et on disait, mais quand il y avait des plans larges, on était comme ça. Il y en a partout. Et le problème, c'est que le temps des fois de retrouver une référence, vous dites, merde, j'en ai loupé 4. Bah moi, vous savez déjà ce que j'en pense dans la critique sans spoiler si vous l'avez vu, qui est complémentaire à celle-ci. Hein. Mais je m'attendais vraiment à un truc de dingue de toute façon de base. Je partais vraiment très hypé, très content. Je l'avais vu qu'une fois la bande-annonce pour éviter vraiment de me spoiler. Je n'ai pas fait d'analyse du tout parce que j'avais peur que ça spoile un peu. Apparemment, ça spoilait 2-3 trucs, donc j'ai bien fait. Ouais. On est fan de pop culture sur cette chaîne, les geeks de la pop culture, donc enfin, nous, c'est un film pour nous, quoi. Et le créateur, je veux dire, tout ce qui est référence, c'est vraiment intégré à l'histoire. Je veux dire, c'est pas là pour du fanservice parce que ça fait partie du scénario, ça fait partie du postulat de base du film, et donc c'est totalement justifié. C'est totalement justifié. Il y a beaucoup trop de références pour qu'on vous les cite tous, il y en a des milliards je pense, il y a des milliers de références dans ce film et il faudra attendre 5-6 ans pour qu'on les ait tous vus je pense, hein. Pas nous mais internet en général. Enfin, on va laisser faire internet. La flemme. Déjà rien que Allociné, j'ai vu qu'il a sorti un article en disant 50 des références, voilà, et 50. Et j'avais regardé juste la première parce que je voulais pas me spoiler parce que j'ai vu l'article avant le film, j'ai vu juste la première et la première en fait je l'ai pas comprise moi-même, donc pour dire comme quoi ça à mon avis ça doit chercher très loin sur beaucoup de choses. Voilà, ça parle de jeux vidéo extrêmement bien, le scénario moi je trouve certes basique mais certes très années 80, très 80s, qui fait que c'est totalement justifié. L'histoire de la quête totalement justifiée, c'est très 80s comme système de jeu vidéo, mais donc c'est justifié. Enfin voilà, les personnages sont pour moi du coup vraiment très contemporains. Voilà, c'est des personnages que je trouve qu'on creuse quand même. L'histoire d'amour est cliché, mais
dans beaucoup de films d'aujourd'hui, les histoires d'amour sont très clichés. Après, je comprends, parce que ça va avec le message du film, qu'on vous expliquera à la fin, voilà, que en soi, les jeux vidéo, ça peut aider des gens. Ouais. Donc ça va très bien avec le message du film, je trouve. Et moi, j'ai rien à redire sur les personnages. Voilà, il y a 3 personnages principaux, un méchant, des personnages secondaires, et voilà. Qui ça joue avec les codes de la technologie. Alors ce qui est très beau, ce qu'on disait aussi, c'est que toutes ces technologies nous disent 2040, et aujourd'hui, alors on n'a pas aussi bien développé, on n'a pas un Oasis aussi balèze, mais le casque de réalité virtuelle, le HTC Vive, malgré les 15 000 câbles derrière, il va se rapprocher de plus en plus de ça, si on l'améliore, etc. Le tapis existe, il est encombrant parce qu'il y en a plusieurs techniques. Alors, je vous conseille justement, en parlant de ça, la vidéo de Hard Disk qui a fait une vidéo en disant justement, il y a marqué Ready Player One dans la vraie vie, et il résume toutes les technologies qui existent et qui vont être amenées à être améliorées et pour amener à se Ready Player One. D'ici 2040 également. Oui, les gants aussi, ça existe. Et puis tout ce qui est sensation, alors ça c'est vraiment au balbutiement. Petite intro, voilà, on va maintenant, on va proposer un plan pour pas que ça dure non plus 1 heure, on va essayer au maximum 30 minutes. Donc on va parler d'un premier temps du scénario, ensuite je propose qu'on parle des personnages, je propose qu'on parle des références et qu'on finisse par le message. Est-ce que ça vous va comme plan? Très bien. Donc scénario, donc open world, le créateur du jeu meurt, il adore les années 80, et du coup 5 ans plus tard rien n'a été fait, mais tout le monde, les chasseurs, qui se surnomment les chasseurs, ils ont accumulé plein de références et plein d'infos sur Halliday, ils ont connaissent sa vie dans les moindres détails, et leur but c'est de trouver les clés parce qu'ils savent que c'est lié à Halliday. De faire le tri entre toutes les informations qu'ils ont et où est-ce qu'à partir des informations de la vie d'Hallyday, où est-ce que Hallyday aurait pu cacher ses indices, c'est ça, tout à fait. Les clés. Dans le monde. Et donc du jour au lendemain, un petit avatar du monde Parzival se retrouve premier au tableau des scores, et à partir de là ça va lancer toute l'intrigue, et on va suivre Parzival et le top 5 jusqu'à la fin, jusqu'à récupérer la deuxième clé dans une scène magnifique. Donc la clé numéro 3 qui est donc le jeu d'aventure, on apprend que c'est le premier easter egg d'un jeu vidéo, donc dans le jeu vidéo. Donc c'est pour l'histoire, et puis à la fin, voilà, Parzival qui remporte l'easter egg, qui trouve l'easter egg, qui rencontre Halliday, qui est un dieu pour lui, et voilà, son parcours du héros est terminé, quoi. Il a rencontré l'amour en chemin, il a rencontré l'amitié en chemin. On a un mythe du héros de A à Z, quoi. Enfant orphelin, il a sa tante, quoi, mais il est orphelin, il a perdu ses 2 parents, et il est seul, et il va se retrouver malgré lui, non, il le veut, mais dès le moment où il a la première clé, il va être obligé d'aller au bout. Il ne peut pas revenir en arrière. Donc ça, c'est un passage important dans le mythe du héros. Donc voilà, et d'ailleurs, au final, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il les cherche, mais lui, c'est pour s'éclater en fait. Il n'a pas d'objectif, on va dire. Il n'a pas cette conscience de la réalité. Et d'ailleurs, c'est très important dans le message. C'est que justement, lui c'est lui parce que comme ça, il va être le roi de ce monde et il fera ce qu'il veut. Et c'est juste ça ce qu'il veut. Et il rencontre cette fille. Artemis, qui va lui mettre en gros une claque, enfin elle lui met pas réellement, mais elle lui met une claque en lui racontant son histoire, en disant écoute Coco, moi toi tu veux faire ça juste pour le fun, moi je fais ça parce que IOI, ce sont des connards et ils ont tué mon père en le tuant la tâche, et ils profitent du système et de ce jeu, et ils se font des couilles en or sur ce jeu, et il faut les empêcher d'avoir le truc, sinon ce sera plus un jeu, ce sera une horreur. Et d'où l'importance vraiment de cette rencontre. Et sans ce personnage d'Artemis, eh bien, il n'y aurait vraiment pas ce changement important du personnage. Et c'est vachement intéressant. On reviendra sur les personnages après. Ouais, mais pardon. Oui. Donc, sachant que pour moi, qui ai un peu plus d'expérience dans les jeux vidéo que ces deux-là, j'ai en fait dit réexpliquer comme ça. C'est vrai que dans le film ça m'avait pas choqué, mais réexpliquer comme vous venez de le faire, ça me rappelle énormément cet aspect du jeu vidéo qui est le moment où un joueur non, un joueur n'importe qui, un joueur lambda comme moi ou comme vous-même qui regardez la vidéo, veut jouer à un jeu pour s'amuser,
et va peut-être être remarqué par ses talents par une communauté de joueurs professionnels, et ça fait ce qui marque la rupture entre le moment où on joue à un jeu pour s'amuser et le moment où on joue à un jeu parce qu'il y a un enjeu. Niveau scénario, on arrive, on nous présente l'Oasis, on a 15 bonnes minutes où Wade parle, où Wade nous parle, on nous explique le monde dans lequel il est, l'Oasis et tout, et puis arrive cette course dantesque, c'est cette caméra pendant cette course. Le premier moment où tu comprends que t'auras jamais l'œil pour voir toutes les le premier moment où tu te dis putain Spielberg, GG quoi. Parce que cette course elle est dingue, on a tout ce qu'il y a, je trouve que ça fait très Mario Kart, très Mud Nation Racer, pour ceux qui connaissent sur PlayStation. C'est beau, c'est beau. Puis il y a un travail de dingue, parce que ce soit visuel, que ce soit référence, parce qu'en fait, ils ont un petit peu... Il y a un avantage, c'est que IOI permet de combler quand même un bon nombre de véhicules, parce qu'ils ont des noms de véhicules très homogènes, c'est le même véhicule, voilà. Ça permet de combler quand même, parce que s'ils avaient dû mettre une référence pour véhicule, je pense que ça aurait été très compliqué. Mais ils arrivent quand même à te caser des références comme ça, et des petits trucs, une Batmobile par là, la DeLorean qui est centrale. Juste pour dire H, il a le Monster Truck de Far Cry. Oui. C'est juste ça, c'est ouf quoi. Ouais. Oui, une Batmobile par là, et puis la DeLorean c'est pour Percival. Donc, après il y a Akira, la moto d'Akira par Artemis. On a la voiture de Speed Racer, on a celle de Mad Max Fury Road. Enfin voilà. Il y a vraiment pas mal de références. Et moi c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on était vraiment pas... Enfin pour moi c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on n'était pas au cinéma, mais on était vraiment dans un jeu vidéo. Parce que j'ai ressenti dans cette scène presque exactement les mêmes sensations que quand je joue dans des jeux vidéo qui sont pour moi le summum de l'expérience de l'action, avec des réflexes, des éléments qui arrivent au dernier moment, faut faire. Notamment, je pense évidemment à Doom, à Overwatch, qui sont des jeux vidéo où on ressent exactement cette sensation où il faut faire avec, c'est pas vraiment ce qui va t'arriver, tu te démerdes avec ce qui arrive, et pour moi c'est vraiment là que je me suis rendu compte, au niveau de la caméra, au niveau des effets, des explosions de partout, il y a des choses qui arrivent de l'écran dans tous les sens, sans aucun focus à cause d'une caméra, du coup un numérique, qui sert extrêmement bien le background du film, je trouve. Moi c'est vraiment cette scène-là que j'ai commencé à me dire que ce film allait pas être aussi nul que ce à quoi je m'attendais. Mais c'est là presque qu'on attendait, quand on voyait à chaque fois qu'ils arrivaient à un truc, on attendait presque, comme on se sent vraiment dans un jeu vidéo, presque les petits achievements, vous savez, les petites missions réussies, vous avez récolté ça. Trophée premier sang, tu vois, un truc comme ça. C'est ça. Je m'y attendais vraiment, c'est vraiment... On aurait presque attendu ça en fait, parce que on se sent tellement dans un jeu que on se sent vraiment dans un jeu. Ouais. Puis c'est cette rencontre avec Artemis à la toute fin de la première course où ils peuvent pas passer King Kong, qu'elle lui rappelle Hallyday détestait les règles, ce qui fait que Percival il va aller encore une fois dans le journal d'Hallyday, donc le truc où Hallyday a tout mis pour aider tout le monde, et donc il revoit encore pour la centième millième fois une scène qu'il a regardée déjà des millions de fois, et avec à l'esprit la phrase que lui a dit Artemis, donc Hallyday n'aime pas les règles, et il va comprendre comment réussir cette première épreuve. Et donc c'est à fond le champignon en arrière, et c'est là où je trouve que justement les références sont dingues. Ouais, moi j'ai vu ça comme ça. La DeLorean est justifiée parce qu'il appuie à fond sur le champignon, il revient en arrière et il va faire la course en fait dessous. Comme ça il passe King Kong sans problème, il arrive à la ligne d'arrivée. Et la DeLorean, Back to the Future, retour vers le futur, elle va en arrière. Donc, il repart dans le passé, dans le premier. Donc le fait qu'avec la DeLorean il va en arrière, ça a un putain de sens. Donc c'est totalement justifié. Le joueur du grenier il dit que les références elles sont un peu lourdes et elles sont un peu putassières. Du coup maintenant que j'ai vu le film je suis pas du tout d'accord, et Joey le réexplique extrêmement bien de cette façon. Je trouve que les références sont justifiées et que la DeLorean aurait en effet pu être une voiture comme une autre, mais on aurait perdu une belle référence qui fait plaisir. À chaque fois en fait on a des petites références musicales aussi. Puis, de toute façon, le compositeur c'est le même que celui de Terminator, de Retour vers le futur, Alan Silvestri. Il y a Fallen Angels, Alan Silvestri, c'est vrai. Enfin voilà, ça se reconnaît dans son style, et donc puis le thème de Ready Player One, le thème final qu'on a à la toute fin,
rappelle beaucoup des thèmes type Jurassic Park, même si Oui. c'est pas lui, type Retour vers le futur. Donc, Pour vous dire, on est arrivé dans la salle au moment du générique de la session d'avant. Ouais. On a cru que Et moi je suis arrivé dans la salle avec Joey, Axel est arrivé un peu après, et j'ai dit à Joey, non mais c'est Star Wars ça, oh mais c'est, je sais plus quel autre film, je crois que j'ai dit Indiana Jones et je sais pas quoi. Ouais. Et ce qui est drôle c'est que moi je suis parti, Axel est arrivé juste après, et il a redit à peu près les mêmes Ça fait références à du Joey. Et ce qui est très drôle, je pense qu'il a pas compris parce qu'on s'est croisés en fait, parce que lui il allait aux toilettes, moi j'en revenais. Et en fait, Ah, je l'ai oui. croisé et en le rentrant, j'ai fait. Bzzz. Et je pense qu'il a pas compris à ce moment-là parce que moi la musique m'avait fait penser à Star Wars. Et je pense que Silvestri a fait un travail, comment dire, vraiment de. Pas de copie, parce que c'est très très différent et il y a vraiment. Dommage, un travail dommage. Ouais, il y a un travail dommage et pourtant c'est sa musique à lui. Ah oui, oui, Et c'est totalement, et totalement son style. c'est génial. Donc voilà. Donc là, on a notre top 5, notre clan non officiel pour le moment, parce qu'ils sont anti-clan. Et donc, c'est en train de se former. Les 5. Donc, deuxième épreuve, ils décodent en fait le message dans une scène en fait où on parle de la femme de Moreau. Et bah, c'est le seule scène dans tout ce que Hallyday a stocké dans le journal de Hallyday où on parle de cette femme. Et donc, ils pensent que le premier pas, Le pas qu'il n'a pas le pas qu'il n'a pas su faire, en fait, c'est le fait d'aller jusqu'au bout avec, avec Kira, avec Karen. Alors, parce qui que est la seule fille avec laquelle il a eu Il est un sorti. rencard. voilà, c'est ça. Et en fait, donc du coup, donc lui, c'est le meilleur, faut bien spécifier que c'est le meilleur ami d'Hallyday, du créateur. Alors on pense, c'est pas forcément très clair, mais certainement que leur amitié s'est un peu rompue en partie à cause de cette histoire d'amour, puisque Hallyday convoitait, on va dire, cette femme, et en fait il s'est était marié incapable, avec en fait. Et, puisqu'il était quoi? Il était amoureux d'elle, puis Il elle était s'est mariée amoureux avec d'elle, son meilleur et ami. voilà, c'est-à-dire qu'en fait il a pas su en fait s'engager auprès d'elle, et donc du coup ce qui a fait que Il s'est retrouvé au milieu d'un triangle amoureux qui lui a pas du tout Ouais. été profitable. c'est ça. Et donc il a un peu forcé Moreau à lui vendre les parts de sa compagnie et il s'est retrouvé seul, quoi. Voilà, c'est ça. Donc pour revenir sur cette deuxième étape, ce deuxième indice, c'est un créateur qui renie son œuvre et on sait que pendant ce premier rendez-vous, il n'a pas franchi le pas, ils sont allés au cinéma. Et un créateur qui renie son œuvre, alors moi, à la base, la première fois que j'ai vu le film, je pensais à George Lucas. Je pensais à Star Wars, je pensais qu'on allait parler de Star Wars. Et en fait, au final, non, parce que j'ai appris, je ne savais pas, que Stephen King, qui a écrit Shining, déteste le film de Kubrick. Et donc du coup, on se retrouve à entrer dans Shining, les personnages entrent dans Shining, avec exactement le même grain, exactement les mêmes plans que dans le film, c'est un truc de dingue. Et c'est la scène magistrale de ce film. Et le pire, c'est qu'il y avait deux visions. Alors il y a deux visions, comme ça on pourra vous en parler. Joe et moi, on avait vu Shining avant, donc on savait à peu près ce qui allait se passer au début du moins, parce qu'après ça part différemment. Même si c'est toute l'autoréférence enfin c'est toute la référence, pas l'autoréférence, la référence à ce film. Nous, il y avait des trucs, le numéro d'une chambre, les petites filles, des petites les filles, ascenseurs. des ascenseurs. Nous, quand on a même le parquet, les salles et tout. Quand on a vu le film Shining, on se dit ok, on sait que là, de ces ascenseurs, il va sortir ça. Et on sait comment ça va se passer si le mec s'approche trop près. Et donc du coup, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et donc après, il y a un autre point de vue. C'est Jean parlait parce que lui, il n'avait pas vu Shining. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de voir. Juste avant qu'il puisse en parler, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a, je pense quand même, une grande partie des gens qui n'a pas forcément vu le film, parce que c'est quand même du cinéma très cinéma spécial, de genre, très spécial, très auteur. Shining, hein. Donc voilà, disons que des gens qui vont voir un blockbuster d'action vont pas forcément vu Shining. Et donc on a le personnage de Ash, donc le pote de Parcival, qui lui n'a jamais vu Shining, et donc les gens qui n'ont pas vu Shining peuvent totalement s'identifier à Ash, et qui est perdu lui dans l'histoire, quoi. Et comme c'est le point de vue de Ash qu'on suit, justement, on se sent absolument pas perdu, on se sent pas... on n'a pas l'impression, enfin, au moment où on voit Shining, on se fout pas dans le ciel en disant ouais bon bah c'est bon, je reprends l'histoire dans 5 minutes quand ils en seront sortis. Non, justement le film nous prend par la main, il nous embarque, et autant, je sais pas comment vous avez réagi quand vous avez vu les scènes, moi qui n'avais pas vu Shining, j'étais... à la fois j'ai eu peur, et à la fois je trouvais que c'était drôle parce que même si j'ai pas vu Shining,
Je connais quelques trucs, le coup de la hache qui transperce le mur, le coup des ascenseurs. Non, c'était une scène dans laquelle je me suis pas senti perdu. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Ce qui est dingue, c'est, je vais reprendre les propos de Reg Elgoria qui a totalement raison là-dessus, c'est qu'il a réussi à nous faire passer d'un film d'aventure et à nous mettre en 1 minute, nous faire passer 5 minutes d'horreur. Parce que moi, le coup de la hache, je m'y attendais à un moment donné. Alors quand il arrive, j'ai eu peur, mais j'ai vraiment eu peur la première fois que j'ai vu le film. Et donc vraiment, on arrive, on a 3-4 minutes où on a peur quoi. Spielberg qui passe d'un film d'aventure, de pop culture, d'autoréférence à 5 minutes d'horreur, c'est fort, c'est très fort. Et ce qu'on pourrait dire, si on pourrait dire, bah ouais, mais si on a vu Shining, bah, on va être comme ils nous le disent là, ça se passe pareil. Mais justement, parce qu'on a cette tension, on voit ce personnage qui connaît pas Shining, qui s'approche de ça, puis je me dis, non, on fait pas ça. Ouais, parce que nous on le sait, je me dis, non, fais pas de conneries. Puis après, tu vois le numéro d'une certaine chambre, je te dis, non, rentre pas. Non, ouais, franchement, reste dans le couloir, mais rentre pas. Et rentre et tu dis, ah non, et puis tu vois le déroulement, puis tu sais très bien ce qui va se passer. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est-à-dire que on pourrait se dire, oui, bah si on anticipe, on n'aura pas cette inquiétude, mais au contraire, parce qu'on s'inquiète pour le personnage, on sait très bien ce qui va t'arriver si tu fais ça, donc le fais pas. Et il le fait parce qu'il connaît pas. Et on se dit, ah non, s'il te plaît, fais pas de bêtises. Et en fait, c'est extrêmement tendu en fait pour nous, même quand on connaît, et encore, enfin, peut-être même encore plus quand on connaît le film, parce qu'on se dit, on sait à peu près ce qui va arriver, et on se dit, non, mais là, ça va pas bien se passer, donc barre-toi, mais reste pas là. C'est ça. Et c'est génial. Ils récupèrent tous la clé, top 5, et puis il y a un dernier indice voilà, qu'ils essaient de trouver. Ils se font capturer par IOI, la rébellion se fait choper, Samantha se fait choper, donc Samantha Artemis. Du coup, IOI a décodé le dernier indice et ils ont compris que ça parlait de la console Atari 2600 qui est sur la planète Doom. Et donc, où il y a beaucoup trop de jeux, donc ils vont tous les essayer un par un. Et on a le temps comme ça de voir Parcival qui va récupérer Samantha, en essayant de faire un peu chier Nolan Sorrento. Et donc arrive l'épreuve 3 avec cette bataille dantesque qui, moi, me fait clairement penser au Seigneur des Anneaux, au Retour du Roi, une putain de bataille. Tout à fait. Je trouve ça dingue. Et puis voilà, Wade qui Artemis qui arrive à désactiver le bouclier. Ouais. D'ailleurs, ça faisait un peu Harry Potter, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est les méchants qui sont dans le bouclier et les gentils qui attaquent. Ça faisait très de sens. C'est ça, parce que il y a une grosse sphère. Bon, alors ça, c'est pas dans Harry Potter, mais il y a un sortilège. Il y a un sortilège qui est lancé sur cette sorte, et puis le sortilège va promettre, c'est quasiment, en fait, j'ai l'impression que c'est la même animation presque que dans Harry Potter 7, deuxième partie, où on a des jets en fait qui partent et qui forment progressivement un bouclier. Un dôme autour de... Un dôme. Alors ça se fait beaucoup plus vite qu'un Harry Potter, parce qu'Harry Potter ça se fait manuellement, on va dire, à la baguette, et puis que c'est 15 profs qui s'y mettent. Mais je trouve qu'on avait cette idée, alors je pense pas que ce soit une référence non plus, mais c'était sympa de dire on aurait pu y voir une référence. Donc voilà, Artemis qui enlève le bouclier. Ensuite, on a 3000 références dans cette scène. On a Halo, on a Goodnam, on a Batman, Batwoman, on a DeLorean, Harley Quinn. Dans cette scène, le géant de fer dans cette scène, Ash qui prend la forme du géant de fer. On a Doom, on a Street Fighter. On a Monty Python avec la grenade Saint Graal. En fait, il y a Halo qui est très bien référencé là aussi. Mais en fait, voilà, on a cité là, mais c'est infime sur Godzilla Mecha. Et voilà, c'est dingue. Donc, ils arrivent à arriver jusqu'à l'Atari 2600, et donc là, ils se rendent compte que le gars de IOI, il est tombé dans la glace parce qu'en fait, il a fini le jeu, mais il n'a pas compris qu'il fallait aller chercher le pixel mort, le premier easter egg, choper le pixel mort et le ramener au centre d'accueil pour avoir le nom du créateur du jeu qui n'était pas cité. Et pas qu'on connaisse son nom, sauf par des gens qui avaient vraiment apprécié le jeu. C'est ça. Qui avaient caché un pixel et... c'est ça. Du coup, avant qu'il puisse y arriver, Sorrento revient et il déclenche le cataclysmeur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je sais absolument pas dans quel jeu c'est, mais en gros, s'il déclenche la bombe, tout ce qui est autour de lui et lui-même meurt. Et on sait que dans l'Oasis, si tu meurs, tu repars au niveau 1, sans aucune skin, sans aucun skill, sans aucun saut, que de zéro. Rien commence. Et donc tout le monde meurt. Plus personne sur le tableau des scores, que dalle. Et là, un détail. Il avait parié avec le conservateur qu'il n'y avait qu'une seule scène sur Kira. Le conservateur a cherché et lui a lancé une pièce de 25 scènes pour honorer le pari, alors que Perceval avait parié toutes ses pièces, quoi. Et on se rend compte, là, il prend la pièce dans la poche, il lance la pièce, il tourne la pièce, il est marqué Extra Life.
Donc en gros, il est pas mort. Grâce au conservateur, c'est anecdotique, mais dès qu'on voit, ça revient quoi. Et donc il a pu terminer le jeu. On l'avait pas vu venir. Moi j'avais pas vu venir. Moi je l'avais vu, enfin je pensais différemment. Je pensais pas que ça allait se faire comme ça. Je pensais que ça allait être la dernière partie. En fait, il faut mettre une pièce dans une machine et que ça marchait pas avec, sans cette pièce là. Et je m'attendais à ça. Et puis je me suis dit, ils vont juste nous sortir une machine d'arcade. Ouais. Et en fait, tu peux pas la faire fonctionner avec n'importe quelle pièce. Et c'était cette pièce là qui ferait fonctionner la machine. Bon. Et j'avais imaginé ça. Et quand il a buté tout le monde sur Sorrento, tu t'es dit quoi à ce moment-là? Bah, du coup, à ce moment-là, tu te dis alors attends. Alors, je sais pas très bien le faire parce qu'à un moment, il y a quand même une scène où il est dans la boutique en gros du jeu. Ouais. Puis tu te dis alors, il a acheté ça va utiliser. En fait, il reste quoi? Merde, on se doutait qu'il mourrait pas, mais on savait pas comment. Du coup, on cherchait un peu dans nos têtes comment est-ce qu'il survivrait. Mais enfin, moi quand j'ai vu Parcival disparaître du tableau des scores, je me suis dit ah merde, c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer? Ah merde, à la rigueur, ils vont trouver un moyen de faire revenir dans le jeu, mais qu'il va devoir recommencer. Enfin, ça, je sais pas. Surtout que ça faisait déjà 2h15 quoi, donc le film va finir. Il y a une suite, il y a un 2. Moi je me suis dit ça se trouve il y a un 2, je sais pas. Il finit le jeu, Warren Robinet, hop, s'affiche, et puis il y a Anora qui arrive, et il lui file la clé de cristal, il peut ouvrir la pièce et il trouve l'easter eggs. Et là, donc, il y a toute la morale qui est expliquée envers l'idée, il lui file les clés du royaume, et il lui dit les jeux vidéo c'est bien, c'était un monde où je pouvais m'aventurer, vu que j'ai été tout seul toute ma vie, mais le réel c'est bien parce que justement c'est réel. Il n'y a que le réel qui fait ça parce que c'est réel, c'est bateau comme phrase, mais c'est lourd de sens, je trouve. Et en particulier dans un film comme ça. Et il y a un truc qui est très bien aussi, c'est qu'il y a en gros une 4e épreuve qui est cachée, en fait, qui est pas officielle, et en fait c'est qu'on se rend compte que le créateur avait quand même prévu une sécurité anti-IOI. Ouais. Parce que si IOI avait réussi à atteindre ce niveau-là, il n'aurait pas passé le 4e niveau. Parce qu'il fallait vraiment être. C'est ça. Il fallait connaître l'histoire un cœur pur. C'est ça, en gros, si tu veux. Donc Anora qui arrive, donc l'avatar de Hallyday, il file un stylo à Parcival, à Wade, il dit voilà, tu n'as plus qu'à signer et l'Oasis c'est à toi. Et donc il réfléchit, puis il se dit non, ça c'est quand vous avez racheté les parts de Ogden Morrow, vous avez éloigné votre meilleur ami. Oui, c'est ça, oui. Je ne ferai pas la même erreur que vous. Et puis Anora qui répond avec une petite larme à l'œil, même si on la voit pas, tu vois. Je voulais juste m'en assurer, tu vois. Et là c'est beau, et là tu as toute la transformation de la salle de l'Easter Eggs en la salle où Hallyday était, quand il avait 10 ans, sa chambre quoi. Où Hallyday se met à nu, c'est la première fois qu'on le voit dans le jeu sans son personnage, son avatar. Et donc il est mort, c'est pas un avatar. Il y a lui en jeune, et donc il lui pose la question, est-ce que ce n'est pas votre avatar? Non. Est-ce que Hallyday est vraiment mort? Oui. Alors qu'est-ce que vous êtes? Puis il dit, au revoir Parcival. Et donc ça laisse planer le doute, c'est l'esprit, c'est peut-être l'esprit des loups. Parce qu'il a toujours dit qu'il avait été plus heureux dans ce monde-là. Et donc tout simplement, en fait, vivre éternellement à travers ce jeu. Et que le jeu, c'est lui en fait. Le jeu, c'est oui, c'est ça. C'est sa tête, c'est ce que je disais. Ce qui se passe dans sa tête. Ce que je disais, il a mis tellement toute son âme dans le jeu que son âme est dans le jeu. Ouais, c'est ça. Exactement, moi j'ai pensé exactement à ça. Il fait pas la même erreur, il partage l'Oasis avec le top 5 qui s'appelle Code One, du coup c'est devenu je vais faire ça avec mon clan quoi. Puis on apprend qu'Ogden Morrow c'était le conservateur qui lui a filé la place et tout. Et ça c'est beau, c'est super beau comme message. C'est super beau, mais je m'en doutais un peu. Moi je m'en doutais pas du tout. Disons que ça aurait pas été le cas, ça m'aurait pas déçu, mais dans ma tête je me suis dit que je l'avais cassé dans les trucs possibles. Parce qu'en vrai, moi quand il lui lance la pièce comme ça, il la rattrape, j'étais là, mais j'ai vu Julien à côté, j'ai fait oh le bâtard. Wow, mind blowing. Et ce qui est beau, c'est joué par un acteur qui est extrêmement geek. Simon Pegg, c'est un geek comme pas possible. Simon Pegg, c'est un enfant. Il a participé grandement à la trilogie Cornetto, qui est une parodie de films de zombies qui sont nés par Romero, c'est ça? Ouais, de films de flics. Il s'est bloqué des films de flics et il s'est bloqué des films apocalyptiques, qui sont quand même des 3 genres qui ont été très utilisés dans les années 80-90, et Spielberg en a fait. C'est des choses qui sont très référencées dans la pop culture en soi, donc Simon Pegg est un gros fan et c'était très drôle. C'était très intéressant de le mettre là, ouais. Il y a juste un petit point sur la fin du scénario qui m'a pas gêné parce que je vous donnerai mon explication. Ouais. Voilà. Bah, Jean et moi ça nous a un peu tiqué parce que le méchant en fait
à la fin, il se retrouve, en fait, il a rattrapé la camionnette qui transportait Percival. Après une grosse course-poursuite. Après une grosse course-poursuite, voilà. Il ouvre les portes, il a son flingue, il menace les gens intérieurs. Les gens l'ont laissé passer parce qu'il était armé, donc évidemment, ils avaient peur, donc ils l'ont laissé passer. Et donc, il menace donc les héros. Et il voit Percival qui a les mains qui brillent de sa combinaison parce qu'il a trouvé le Graal, en fait. Il a trouvé l'Easter eggs. Et là, il s'arrête, il baisse son flingue et il se laisse arrêter. Un genre de petit sourire bizarre. Et on s'est dit, alors, nous on a trouvé ça un peu simple. C'est-à-dire que il fait une course-poursuite pendant très longtemps, où lui qui sait jamais salir les mains autrement que dans le monde du jeu vidéo, il arrache presque une arme alors qu'il ne sait pas s'en servir des mains d'un des gardes qui est là, il prend sa voiture lui-même alors qu'il n'a jamais l'habitude de faire quelque chose lui-même, il s'embarque dans une course-poursuite dans laquelle je suis sûr où il risque presque toute sa société parce qu'il est mis à sa place. Et il y a quelqu'un qui lui dit de partir avant qu'on vous fasse du mal, il y a tout le monde qui se réunit autour de lui, dans une scène avec une tension qui monte vraiment de manière progressive. Et tu dis, est-ce qu'il va l'avoir voilà, tu sais pas trop quand, est-ce que ça a dégénéré en émeute, est-ce que les gens vont lui sauter dessus et vont la battre comme dans le film Le Parfum, enfin comme dans le roman Le Parfum. Tu comprends pas vraiment où est-ce que le film. Et en fait, il lève son flingue. Et là, d'un coup, en fait, il y a presque une coupure dans la pression. Tout le monde le laisse passer. Il écarte les gens en deux comme Moïse. Et il se met devant le personnage principal et il baisse son... Enfin, il y a une grosse montée qui a mené à rien. Et ce qu'il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'à un moment, il avait certes son flingue, mais il y a 200 personnes. C'est-à-dire qu'il en a devant, sur les côtés, derrière. Il y en avait un qui faisait ça, un autre qui lui mettait un coup dans les genoux, il était fini le gamin. Surtout qu'il sait pas se battre à la base. C'est dommage. À la rigueur, qu'ils aient eu peur, qu'ils aient laissé passer, bon, passe encore. Mais qui baisse le flingue, je ne comprends pas. À la rigueur, j'aurais préféré limite qu'on finisse avec un trait d'humour où il y a un flic qui arrive derrière, puis qui lui met un coup de blaster, enfin un coup de taser dans la gueule, et puis que du coup il est paralysé. Même Ogdenboro, c'est le même peg, tu sais, qui arrive. Oui, voilà, même bon, peut-être Ogdenboro, ça peut-être un peu gros que ce soit lui qui saute, mais un flic, même banal, ou même un mec qui porte ses coudes, puis qui lui met un coup sur la tronche, ça aurait été plus crédible, je trouve, que ouais, mais non, je suis un enfant dans ma tête, et donc du coup, je vais pas te. Je trouvais ça poil facile. C'est dommage, c'est le point qui m'embête. Pour moi, c'est ça l'explication. C'est qu'il voit Wade avec l'Easter eggs dans les mains et là, il se rend compte que ce monde est important pour énormément de gens en fait. Et voilà, il se dit, ouais, c'est beau quoi, tu vois. Et ça lui monte et du coup, il n'a pas le courage. Ou alors c'est ma deuxième explication, c'est que ce mec qui nous fait croire que voilà, il déteste ça, il déteste le récit et tout. En fait, au fond, lui est véritablement fan de jeux vidéo, fan de pop culture, et quand il voit l'Easter egg, il se dit waouh quoi. Ce qui se ressent vachement en plus dans sa manière de faire, parce que maintenant que j'y repense, j'ai l'impression qu'il se sent un peu comme presque un joueur quand vous voyez, quand on joue à un jeu vidéo dans lequel on a le contrôle, où on sait qu'on va pas mourir comme une merde, un peu comme Skyrim qui est un jeu extrêmement facile. Moi je le vois un peu ce personnage comme un joueur justement d'un jeu extrêmement facile où il a le contrôle, et au moment où il perd le contrôle, il commence vraiment à avoir une sorte de rage. En même temps, c'est une rage où il a envie de jouer, pour battre celui qui l'a fait perdre. Mais t'as vu, et pour moi, ça en fait vraiment de lui quelqu'un qui est en fait un passionné de jeux vidéo, mais soit qu'il ne l'a pas remarqué, soit qu'il le cache. Mais en même temps, même ça, pour moi, ça pardonne pas le fait, parce que c'est quand même quelqu'un qui a remis au bout du jour l'esclavage, ou qui a remis au bout du jour quelque chose dont je reparlerai encore dans les messages, sous les couvertures de centres de fidélité qui ont plus des airs de camps de concentration. Enfin, j'en parlerai plus loin. Exécuter la famille de. Voilà, et qui va jusqu'à tuer des gens. Pour moi, le fait d'aller jusque-là et juste de baisser son arme, c'est quelque chose qui est beaucoup trop facile, même s'il y a une explication. Il y a quand même une scène dans le passé où on voit qu'il part avec Hallyday puis il dit ouais, et bah déjà, alors que le jeu n'est pas encore fini, on pourrait créer une version payante, enfin, on pourrait créer des versions payantes avec selon comment ils payent. Et dès le début, il est dans le fric. C'est pour ça que j'ai du mal à croire à cette image de gamer en fait, en parlant de ce personnage. Bon, on est désolé, le téléphone il a coupé, on a parlé environ 10 minutes. 5-10 minutes sans s'en apercevoir. Donc ce que je disais sur les références, c'est que c'est vraiment sympathique de voir que dans ce monde-là, il y a plein de références, parce que pour moi, c'est pas sans me rappeler
J'avais parlé de Skyrim et de Half-Life 2 qui sont des jeux extrêmement modés. Et il y a des gens qui sont capables de créer des nouveaux jeux à partir des jeux déjà anciens. Il y a des gens qui peuvent recréer, j'avais cité notamment l'univers de Dragon Ball Z dans Half-Life 2. Half-Life 2 qui est déjà un jeu assez vieux. Le jeu vidéo c'est comme ça, c'est pouvoir réunir autour d'une table le Dovahking, Marty McFly, le Doomguy, qui sont des gens qui n'ont aucun point commun du point de vue de leur univers, mais le jeu vidéo, et c'est exactement ça qui me plaît dans l'Oasis, c'est de voir ces gens-là réunis, qui peuvent être réunis autour d'une table pour discuter. C'est exactement ça ce film, c'est le fait d'avoir la DeLorean avec le symbole des Ghostbusters et le tableau de bord de Calamity. D'ailleurs, ça me fait penser, en fait, je viens d'y penser là, je sais pas pourquoi je viens d'avoir seulement le déclic que maintenant, ça me monter au monde de Ralph. Ouais, un peu. Qui est quand même dans cette idée de ah bah alors le monde Moins de bien Ralph, fait. c'est moins référencé déjà parce que c'est vraiment que du jeu vidéo déjà et c'est pour enfants donc il y a un côté un peu plus enfantin. On voulait passer sur les personnages, ouais, on a déjà bien parlé de Hallyday et de Sorrento en disant que ouais, Sorrento on a déjà bien développé. Hallyday qui est Spielberg, c'est un miroir de Spielberg quoi. Spielberg a mis tout ce qu'il aimait dans ses films, il a mis tout ce qu'il aimait du jeu vidéo dans ce film. Et Hallyday c'est exactement la même chose, il a mis tout ce qu'il aimait dans son jeu vidéo et donc ça fait un miroir, un parallèle entre les deux quoi. Hallyday met tout ce qu'il aime dans ses films, c'est vrai, et en fait c'est pas sans me rappeler le film Duel qui est fait par Steven Spielberg où dedans en fait le pitch du film c'est juste une voiture, c'est un film qui est vieux, d'ailleurs la voiture c'est 2 chevaux qui va doubler sur un autoroute aux États-Unis à un gros camion. Et le gros camion il est pas content et du coup il va passer tout le reste du voyage à faire chier la voiture. C'est un film vraiment centré sur une sorte de torture psychologique et quand j'ai vu le film je pouvais pas m'empêcher d'imaginer Steven Spielberg qui jouait avec ses petites voitures quand il était petit et qui a eu un brin de nostalgie du coup qui a écrit le scénario de ce film. C'est un film très court que je vous conseille vraiment, qui est assez surprenant parce que raconter comme ça donne pas forcément envie, mais mettez-le et je pense qu'en 5 minutes il vous accrochera. Peut-être moi ce que je pense du personnage de Hallyday c'est que c'est le nom m'a fait rire tout le long. Surtout qu'on est dans une période où il y a eu un souci d'héritage entre les enfants de Johnny Hallyday et sa femme, et que là ils se battent un peu aussi dans ce film pour l'héritage de Hallyday. Ça m'a fait beaucoup rire. Hallyday, on voit que c'est pas un comédien et quand il est face à une caméra pour dire son message, il lit son texte et ça se voit. Et parce que ça se voit que socialement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal. Et d'ailleurs ça fait partie de la morale du film, c'est dire ouais bah moi j'ai du mal avec la société mais faites pas comme moi dans le sens voilà il y a le jeu mais moi je vis dans le passé, moi je vis dans mon jeu et ça m'a fait perdre mon ami, ça m'a fait ne pas avoir de copine et donc du coup il dit mais faites pas les mêmes erreurs que moi et c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est il a vraiment il s'est rendu compte de c'est pas sa bêtise mais de son enfermement sur lui. On peut passer au top 5, ouais. passer à Parzival. Donc Parzival, référence à Perceval, le chevalier qui a trouvé le Saint Graal, Parzival qui trouve l'Easter egg, le Saint Graal du jeu. Voilà, c'est très bien. Artemis, la déesse de la chasse, pour la chasseuse de référence qui a fait des tutos, apparemment des live Twitch, qui explique comment faire de la chasse à l'Easter egg. Ça m'a un peu fait rire les live Twitch quand ouais, alors, moi j'ai été étonné d'entendre Twitch parce que je me suis dit putain. Ah bah 2045 ça existait. Ouais, mais Twitch c'est un truc qui est tout nouveau. Ouais, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais Spielberg c'est pas quelqu'un qui est tout jeune. Et moi déjà Twitch je le connais à peine, je suis jamais foutu les pieds sur Twitch. Alors je m'attendais pas à cette référence de Spielberg. Bon après, dans le scénario, il a été en partie écrit par l'auteur du bouquin, qui pareil a vécu dans les années 80-90. Donc c'est pour ça que j'étais doublement étonné en me disant mais putain c'est 2 mecs qui ont fait les années 80-90 et qui te sortent un truc des années 2010, 2017, enfin 2017 un peu avant quand même, on va dire 2015, et que moi ça m'a surpris, c'est ça qui était beau, c'est que il y avait un peu de fraîcheur, c'était pas purement du années 80, Non mais voilà, Parzival on en a parlé au tout début, avec le mythe héros, c'est vraiment voilà, le héros du film, et ouais, c'est qui va apprendre énormément de choses, on en parlera dans le message, qui aura appris vraiment beaucoup de choses dans ce film, et qui est un personnage autant en Parzival qu'en Wade très attachant. On s'identifie très vite, même si voilà, on a à peu près son âge, quoi. Après il a le même âge que nous dans le film. Voilà, il vit dans un monde qui pourrait être notre monde dans une vingtaine d'années, quoi. Donc
voilà, on peut s'identifier facilement à lui, on est fan de pop culture, de jeux vidéo comme lui, donc on s'identifie très facilement, il est très attachant je trouve, et surtout comme il est très très maladroit avec Artemis quand il essaie de la draguer, c'est sympa aussi ça. C'est un geek sans être trop... Il a l'avantage en fait d'être pas être trop cliché. C'est pas le geek cliché, c'est pas le geek cliché. C'est-à-dire que je trouve pas qu'on soit vraiment dans le cliché du geek. Non. C'est-à-dire que... On l'est beaucoup plus dans le bouquin. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que le film est bien adapté. Parce qu'il te rend bien le truc sans que ce soit lourd. J'ai été assez surpris de voir justement que les clichés étaient totalement absents. Notamment, je pense par exemple au langage, seulement au langage. Moi j'avais très peur de ça, j'avais un peu peur d'un jeu où tout le monde parle comme Kevin du 75, puisque cette fois c'est moi qui vais faire un cliché. Mais voilà, en fait non, les gens parlent de manière correcte. En effet, évidemment, il y a des fois où on entend des trucs de jeux vidéo, il y a noob, GG, campeur, mais à aucun moment c'est mal utilisé, à aucun moment c'est hors sujet et à aucun moment ça fait tâche. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Le reprocher d'avoir utilisé ça, c'est comme reprocher à un médecin d'avoir décrit une pathologie par des termes techniques. Voilà, c'est simplement sur les termes techniques, on va pas remplacer, on va pas dire alors c'est une surprise cachée. Non, c'est un easter egg, point. Voilà. C'est tout, c'est un terme. Gros merci à l'AVF de ne pas avoir traduit easter egg pour F de Pâques. Parce qu'il y a des fois des traductions. Une fille qui regarde ce film peut s'attacher à Artemis, comme elle peut s'attacher à Percival, parce que en soi leurs avatars sont très avatars de base que tu peux avoir dans un jeu. Ce que je disais, où tu peux t'identifier très facilement, tout le monde peut rentrer là-dedans. Ça m'aurait pas du tout choqué que Artemis soit un homme, tout comme quand j'ai vu que H c'était une fille, ça va encore, limite ça m'a encore moins choqué. Je sais pas trop comment vous l'avez pris, mais c'est... Non, moi ça m'a ça m'a un peu fait marrer, je sais pas. Ouais. C'est bien attendez. Ça retourne du cliché du pote bourrin. C'est ça. Non, puis même ça retourne un autre cliché du... le mec qui se fait passer pour une nana pour amadouer les mecs. Et là c'est l'inverse. Et ouais bon après dans la série Noob aussi il avait repris ce double cliché qui est drôle hein, qui est drôle les gamers qui aiment bien jouer là-dessus j'ai l'impression parce que ici et puis dans la série Noob on l'utilise et puis pareil ces deux personnages principaux c'est même les 5 en fait, c'est vraiment 5 geeks normaux, c'est pas plus que des geeks, moi ça m'a tout l'air d'être vraiment des game masters, des gens qui jouent aux jeux vidéo et qui sont extrêmement forts dans leur domaine. On voit un moment, au début, on voit Ash, Taito et Sho qui sont sur la planète Doom qui est censée être la planète la plus dangereuse et défoncer des gens à la pelle. Taito qui gagne, on ne sait pas avant la fin du film, mais qui a récupéré l'artefact, qui a gagné la chasse à l'artefact. Du vent qui te permet de transformer en 2 minutes. Ça a vraiment l'air d'être vraiment des game masters, des gens qui savent ce qu'ils font et qui ont l'air de peser dans le game. Ah oui, ce qui est très drôle aussi, c'est la découverte que le gamin. Et puis il dit oui bah ça va et puis tout le monde dit mais t'es un gamin, fais nous faire un câlin, oh bah ça va ouais je suis un gamer quand même, je suis un ninja. Ça m'avait trop. C'est chaud à 11 ans en fait. Alors ça par contre je l'avais pas du tout vu venir, autant le coup des femmes hommes je m'y attendais, autant que chaud j'avais... Et du coup ça explique tellement bien aussi ce qui s'est passé dans la scène de Shining, quand Ash il demande à Sho ça fait vraiment peur, puis Sho qui lui répond je sais pas, j'ai pas su enlever mes mains des yeux. Moi j'ai expliqué mais j'avais pas relevé. Oui c'est ça en fait, on relève pas, puis quand tu le vois là tu fais ah d'accord, ça expliquait pourquoi il s'est caché les yeux, c'est un gamin, ok. Donc Daito et Sho, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur eux, c'est des gros gamers. Tout le danger aussi à ne jamais révéler son vrai nom sur internet, qui est très bien exposé, qui est vraiment mis à paroxysme, parce que là, votre tante se fera pas assassiner si vous révélez votre nom sur un jeu vidéo, mais quand même de révéler son vrai nom sur un jeu, c'est quand même un danger assez... Même sur internet, le fait qu'on s'expose, on peut le dire, on n'est pas des grands youtubeurs, mais le fait que quelqu'un s'expose sur internet, je pense à Marion Seclin, je pense à d'autres personnalités d'internet qui se sont pris une masse dans la tête parce qu'ils s'exposent et qu'ils osent exprimer leur avis quoi. Même rien que et que du coup après ils ont Durandal, rien que Durandal par exemple. Très cher. In the Panda aussi. Nikita Bellucci si vous avez ça peut mettre en avant le swatting parce que là c'est du swatting qu'ils lui ont fait. C'est du swatting de l'extrême évidemment. Mais
Voilà, mais ça reste dans cette idée de... Pendant les live Twitch, quand on n'aime pas quelqu'un, on connaît son adresse, on connaît son vrai nom, hop, on appelle le SWAT pour qu'il débarque en disant il a prévu de faire un attentat, j'ai vu ses armes chez lui, machin, et puis il débarque pendant un live du Twitcher ou du vidéaste, et puis... et ils arrêtent le live, ça fait marrer en général la communauté. Il se trouve que le problème s'est posé... ça m'a étonné qu'il se pose si tard, mais il s'est posé il y a environ 4 mois où il y a un jeune de 28 ans aux États-Unis qui est mort d'un swatting. Et puis donc Ash, voilà, c'est vraiment le Game Master, meilleur pote de Parcival, voilà. C'est le gars en soi qui est là pour montrer le chemin que Parcival a à parcourir, en fait, entre guillemets, hein, disons, c'est son sidekick, c'est son faire-valoir, entre guillemets. Hein. Et il lui dit des choses importantes. Oui. Il lui dit des choses importantes en disant fais gaffe à qui tu parles, parce que tu sais pas qui est-ce que tu as en face de toi. Et il le sait parce que lui-même, il lui dit fais gaffe, cette nana que tu dis aimer, ça se trouve, il s'appelle, je sais plus comment il lui dit, Chuck qui vit dans la cave de sa mère, c'est génial ça. Et on se rend compte qu'en fait, c'est parce qu'il dit ça parce qu'ils se sont concernés, parce que lui-même, il se passait pour un mec viril alors que c'est une fille. Parce que lui, il s'est passé pour un Chuck de 150 kg. Simplement, voilà. Rester sur Artemis qui dit la première fois que Percival lui dit mais je t'aime, et Artemis la regarde et lui flanque une réplique cinglante mais tellement vrai. Elle lui dit c'est pas de moi dont tu es amoureuse mais tu es amoureuse de ça, et ça c'est... Voilà. D'ailleurs, pour revenir sur l'histoire, le fait d'histoire qui est une histoire d'amour, je déteste ces histoires d'amour au cinéma, et en général ça peut me pourrir certains films, et il y a certains films où je me suis dit bon, le film était pas trop mal mais alors l'histoire d'amour... C'est ce qui m'a fait arrêter notamment, entre autres, les séries Flash et Arrow, parce que j'en avais marre de ces... Et Smallville aussi, Smallville, c'est le principal argument qui m'a fait arrêter Smallville, parce que... triangle amoureux, c'est chiant. Et là, pour une histoire d'amour qui manquait beaucoup de mal avec ça, et ben là ça passe bien. Parce que c'est bien intégré, c'est pas le premier, c'est pas le truc qui va vraiment être au centre du film. Et enfin je sais pas, ça colle bien, c'est fluide, c'est pas on s'arrête pour dire on s'aime beaucoup. Disons que ça suit l'histoire. Alors certes il y a des petits arrêts comme ça, mais ça reste dans la continuité des indices, on va dire aussi. Il y a vraiment une idée avec les indices. Ouais. Juste avant de passer au message du film, juste un petit point en réalisation très rapide. C'est du Spielberg, c'est magnifique, tout ce qu'on peut faire avec une caméra numérique de toute façon, la 3D faut vraiment le coup. Ah ouais, là, d'habitude je ne défends pas la 3D, mais là elle le fait pas mal au crâne. Ça améliore tellement le côté jeu vidéo, la 3D, Puis voilà, il y a des magnifiques plans séquences, la photo magnifique, du coup l'image est parfaite, il n'y a aucun grain, il n'y a que dalle. Donc, et même dans un gros plan, en plan large, il fait des trucs dingues, et même le gros plan, il n'y a aucun pixel noir. Mais le gros plan, par exemple, c'est ce que disait Axel tout à l'heure en sortant, c'est que l'avatar, il paraît presque réel, quoi. Et il y a une scène ça me fait penser à une scène, en fait, où la référence à Breakfast Club, quand il met ses deux mains en l'air avec la sono, et puis donc on reprend on voit Artemis, et on voit Artemis qui regarde au loin et là, et on voit la DeLorean qui arrive, donc c'est tout un plan séquence, et donc ça zoome sur la DeLorean, et là on voit Percival avec un lance-roquette qui s'ouvre, et du coup la caméra se retourne comme ça, du coup on a Percival de dos, et là boum ça explose, et tu vois Artemis qui arrive dans la voiture. Tout ce plan séquence est magnifique pour montrer la relation, ils sont à des années-lumière, mais en fait ils sont ensemble, et donc ça cinématographiquement parlant, pour la fin de leur histoire, le fait qu'ils étaient comme ça au départ, et que maintenant ils sont ensemble, je trouve ça que la métaphore est vraiment belle. Et alors oui, je repense à un truc, parce que je repense à une critique qu'est-ce qu'on fait sur le fait que l'on a entendu sur le film, c'est de dire ouais mais c'est quand même un gros hasard que les 5 personnages habitent dans la même ville, etc. Ouais mais il y a un argument qui est donné dès le début du film, c'est que cette ville Columbia, est particulièrement développée là-dessus. C'est celle qui s'exprime le plus en 2045, Columbia. C'est ça. Donc c'est comme celle qui s'exprime le plus, et puis c'est le centre c'est là où a été, enfin je pense que c'est là où a été conçu le jeu en fait. Donc c'est là où historiquement c'est vraiment un centre.
C'est comme si tout le monde était à Paris, ça choque Voilà. personne que 5 personnages se rencontrent parce qu'ils sont à Paris. Bah, dans l'univers du film, c'est colombial. Bah, Voilà. c'est comme dire, oui, bah, à Lyon, qui est la ville du cinéma, être étonné de tomber sur 5 comédiens, on va dire, de cinéma. Bah oui, il y a des studios de cinéma à Lyon, alors il y a de fortes chances de tomber sur un comédien. Voilà, bon. C'est vraiment pas un hasard, l'internet est fait comme ça. Quand vous êtes dans un endroit, vous avez énormément de chances de tomber avec des gens qui sont dans votre endroit. Et d'ailleurs... C'est comme nous, les gars, j'ai envie de vous dire. À part Jean et Nata, et moi et Cyprien. Et toi et Cyprien, disons 3 groupes SLI, moi j'étais tout seul. Il a fallu que je gueule un ta gueule dans l'amphi. Il a fallu que je gueule un ta gueule dans l'amphi pour rencontrer Jean et Nathanaël. Ensuite Nathanaël qui a fait la connaissance des Cypriens, on est devenus potes tous les 4. Et il a fallu qu'il fasse une conférence de mariage et puis que je me retourne dans un amphi. Avant de dire attends, je ne suis pas d'accord. Il a de dire qu'Iron Man n'est pas aussi intéressant que Captain America. Voilà. Il a suffi qu'on parle de super-héros et puis voilà. Et puis 3 ans plus tard, on est ensemble sur internet à faire une chaîne de pop culture. C'est quand même. Comme quoi. C'est impressionnant. Comme quoi. Non mais voilà, c'est une grande ville, c'est une très grande ville, sachant qu'en plus on est en 2040, donc il faut penser que il y a encore plus de monde. Terminé sur la cinématographie, c'est Spielberg, c'est beau, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Pour les messages, donc pour moi, il y a 1, 2, 3, il y a 4 messages importants. Le premier message important, c'est que la vie réelle est plus importante que tout ce que vous pouvez avoir comme système pour vous évader, que ce soit le jeu vidéo, le cinéma, la Lego, les BD, enfin tout ce que vous avez pour vous évader, c'est très bien. La musique, ça peut aussi pour vous aider à vous évader dans un monde autre, mais que la réalité reviendra toujours à vous et que le réel, c'est le réel, donc c'est vraiment le plus important. Mais que tout ce qui vous permet de vous évader, le deuxième message, c'est important aussi, il faut en garder, mais sans s'isoler. Il faut rester conscient de ce que c'est, de pouvoir en profiter au maximum quand vous êtes là-dedans, mais de savoir s'en détacher, ce qui est le fait pourquoi ils ferment l'Oasis le mardi et le jeudi, c'est pour se retrouver entre eux, pouvoir communiquer, se retrouver dans la vraie vie, prendre du recul par rapport à tout ça, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui se sont ruinés pour l'Oasis en mettant tout leur argent qui était pour une maison pour acheter du stuff, quoi. Troisième message important, ils ont totalement compris ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui, avec tout ce qui est inventaire, tout ce qui est skill, tout ce qui est skin. Donc skin, c'est quand tu changes ton personnage. Le fait d'avoir un inventaire, de pouvoir stocker des armes, des munitions qu'au bout d'un moment t'en as plus, il faut en racheter ou en piquer à un autre joueur, on prend chez un autre joueur. Le principe du loot, c'est-à-dire quand un personnage meurt, tu prends son équipement. Le fait que tu peux te trimballer tranquille sans aucun sac à dos et porter tout ton stuff parce que c'est virtuel. Donc toi c'est très important aussi d'avoir compris. Et quatrième message, c'est que Internet, le jeu vidéo en soi, peut permettre à quelqu'un de seul dans la vie de rencontrer du monde, de rencontrer des amis, de rencontrer l'amour, ça arrive. Et c'est important de dire avec précaution, il y a des réserves émises bien évidemment, mais c'est important de le dire que ça peut aider pour même des gens qui ont du mal dans la vie de tous les jours à communiquer, ça peut aider des gens, voilà, tout simplement. Pour moi c'est les 4 messages importants du film. Ouais. Et puis moi le 5e message, c'est les lunettes de Clark Kent. Ça peut ça c'est génial, c'est génial. Cette référence est magnifique quand même, elle est parfaite. Et que ce soit livré par un film qui a tant de références à la pop culture, tant de choses qu'on aime, par un réalisateur qu'on admire. Pour moi, c'est pour ça que je trouve que ce film est un chef-d'œuvre. Ça restera une œuvre majeure des années 10, du siècle, de notre siècle. Et ce qui est quand même étonnant, c'est Spielberg qui arrive à nous surprendre. À 71 ans. Le mec, il fait un film, il surprend quand même. Et il y a certains de ses films où à la base je me suis dit, ouais, bof. Et je suis sorti du film et je me suis dit, je prends l'exemple de 2 exemples, le Cheval de guerre et le Pont des espions. Le Pont des espions, ça m'avait l'air une histoire intéressante, mais je me suis dit, ça va être un peu long, c'est magnifique. Et le Cheval de guerre, c'est un film qui ne m'intéressait pas du tout, je suis tombé dessus une fois par ça sur Canal+, et il a rendu ça passionnant. Donc, quand déjà un sujet qui moi me paraît nul, et il arrive à le rendre intéressant, un sujet aussi génial que celui qui est abordé dans Ready Player One, ça peut faire quelque chose de génial avec un réalisateur quand il a les mains libres et quand il fait un truc qui lui plaît. Ah, il a fait ce qu'il voulait. Parce que là, il fait un truc qu'il voulait, un truc qu'il... Et tout ce que Spielberg fait n'est pas génial. Je citerai AI, Intelligence Artificielle, que je ne peux pas voir.
C'est un film c'est bâtard. un film bâtard parce que c'est à la base c'était Kubrick, mais c'est Kubrick donc c'était chiant à mourir. Et voilà, et c'est pour ça que voilà, tout ce que fait Spielberg n'est pas génial, mais quand même, il fait quand même beaucoup de choses bien. Je trouve pas, à part le petit point noir de fin dont on parlait tout à l'heure, je trouve pas vraiment de gros trucs où tu te dis oh non, mais le mec, quoi, c'est évident, là, faites ça. Parce que, à aucun moment, c'est évident, parce que les énigmes sont pas évidentes. Bah, C'est pas une énigme que tu fais. Oui. Ça va être ça. Il fallait chercher la scène dans tout ce que Hallyday a mis dans son journal. Il fallait trouver déjà l'endroit, quel souvenir il fallait regarder. Il fallait penser au truc. Et il fallait surtout, en fait, parce qu'il l'a vu des millions de fois, il n'a pas pensé parce qu'il n'avait pas la phrase « je n'aime pas les règles » en tête. C'est pour ça qu'il n'y a pas pensé à aller en arrière, parce qu'on nous le dit, il l'a vu des millions de fois. Donc pour moi, cette première énigme n'est pas évidente. Comme la deuxième n'est pas du tout évidente, c'est parce qu'ils ont réfléchi à plusieurs qu'ils ont trouvé. Et encore, la première, il a fallu 5 ans pour qu'une personne, grâce à une autre personne, ait le déclic. 5 ans. C'est ça. Et après, à partir de là, c'est sûr que ça s'enchaîne beaucoup plus vite, parce qu'on a des indices qui... On n'a pas donné de date. Est-ce que pour finir, on donnerait pas une note au film? Si t'as envie, vas-y, je t'invite à... Je commence. Si tu veux. Mes profs disaient toujours qu'on mettait pas 20 sur 20 un élève parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais pour la réalisation, pour la bonne surprise, pour l'effort qui a été fait et pour tous les moments où je me suis dit waouh, et que même si j'ai dit qu'il y avait un point négatif, je mets quand même la note de 20 sur 20 à ce film parce que j'ai envie et que c'est moi qui décide. Non, mais moi, ce sera pareil, je sais pas, je vais mettre pas 20 quand même, mais ouais, 18, 19, je sais pas exactement. Parce que, ouais, voilà, c'est juste parce que ce point noir à la fin, moi, ça m'a tiqué quand même. Et puis parce que, pour la raison aussi qu'on peut toujours faire mieux, mais voilà, je vais aller dire 19 quand même, parce que c'est quand même un très bon film. Pour moi, c'est un très bon film. Après, peut-être que si je le revois, peut-être que si je le revois et que si j'en réfléchis, ma note baissera, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est ça. Mais ça restera quand même un bon film, même si t'as mis. Oui, ça reste un bon film. Oui, mais bon, après, tu vois, dans le sens Justice League, je suis sorti, et puis j'étais emballé en sortant de Justice League, et puis on y réfléchit, je me dis, mais ça c'était con, c'était mais là, c'était terrible, mais ça s'est fallu pas, et puis... Oui, mais je veux dire, il y a moins de... Oui, voilà. Il y a moins de ce serait que des détails. Bah moi, j'avais écrit une critique pour La La Land que je n'ai pas faite au final, où j'avais dit qu'on peut toujours faire mieux, c'est pour ça que je donne la note de 19,99 à La La Land, et j'avais dit plus loin que si jamais on ferait mieux que La La Land, je rajouterais un 9 derrière la virgule. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à Ready Player One, je donne la note de 19,999. Voilà. Putain, c'est Jusqu'au prochain film. Donc espérons qu'Avengers 3 sera moins bien que celui-là, sinon ça va commencer à être long. Donc voilà, c'était un des films que je ne savais point qu'il sortait cette année. J'avais acheté le bouquin à mon frère pour un de ses anniversaires parce qu'il est fan de jeux vidéo. Et c'est dommage qu'il ne l'ait pas lu parce qu'il aurait pu me dire à quel point c'était bien. Parce qu'au final, il l'a pas terminé. Et voilà, et donc j'ai eu la bonne surprise en fin d'année de regarder ce qui sortait en 2018. J'ai vu ça, j'ai fait... C'est un des films que j'attends le plus avec les Animaux Fantastiques de Infinity War. Moi je l'attendais pas tant que ça, ce film. Et donc, moi je l'attendais même pas du tout, j'en avais peur, je disais putain, un film de merde et tout. Et finalement, vous voyez, j'en sors 20 sur 20 dans ces... Voilà. Je vous le conseille, je vous le recommande très vivement. Foncez le voir, 3D, IMAX, si vous avez une salle IMAX, allez dans la salle IMAX. Vraiment, c'est rare, je pensais pas vivre ça un jour, mais je pense vraiment que c'est un film qui va rester, comme Joey le dit. Mais de la même façon que je pense qu'il faut avoir vu un Star Wars, de la même façon que je pense que c'est sympathique d'avoir vu un des Seigneurs des Anneaux, je pense que ça fait partie des films qu'il faut avoir vu. C'est ça. Une grosse espérance sur ce film, c'est qu'il fasse un bon score Il faut faire un bon score. Parce qu'il faut encourager ces films-là. Parce que quand tu vois qu'au César, c'est Red Dawn qui prend le prix du César du public, parce que... Alors que... Non. Mais ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Parce le problème, c'est que... les films qui font plus d'entrées, les films qui font plus d'entrées, voilà, c'est pas forcément les meilleurs. Oui, c'est pas les meilleurs, mais le problème, c'est qu'un studio, il dit... Voilà, bienvenue chez ici, ça a bien marché. Et ben qu'est-ce qu'on fait? On va bien produire le film de Danny Boone sur les ch'tis, qui est le nouveau, mes parents ils l'ont fait, ils m'ont dit il est nul, et pourtant ils sont ch'tis, ils m'ont dit le premier il nous a fait marrer parce qu'il y avait des trucs drôles. Là, c'était de la surenchère, c'était du cliché, c'était pas drôle. Et dire, il faut vraiment soutenir ces films. Alors, Spielberg, c'est un mec qui fait quand même beaucoup de films indépendants, dans le sens où il a maintenant en fait, il a eu la chance d'être dans les années 80. Et dans les années 80, il avait beaucoup de liberté, donc il s'est fait de l'argent
grâce à des Indiana Jones, etc. Et aujourd'hui, il peut se permettre de se passer de la vie de producteur autre. Et c'est ça qui peut être bien aussi. Et je sais que peut-être certains, moi j'ai pas vu Valérian, faut que je le vois, mais certes certains n'ont pas aimé, n'aiment pas Besson, mais Besson, ça a beau être un mec qu'on peut ne pas apprécier, il tente et il essaie de se dédouaner des gros studios américains. Il essaie de faire des productions différentes. Et Valérian, même si qu'on a aimé ou qu'on n'ait pas aimé, c'est une tentative et c'est quelque chose qui a essayé de sortir de l'ordinaire. Et certes, Besson, il fait des choses qui sont des fois un peu... qui rentrent un peu dans les cases de certains films, mais il tente quand même des choses. Et rien que pour ça, je soutiens. C'est important. Soutenir le cinéma, merde. Le bon cinéma. Je vais conclure cette vidéo juste pour revenir sur un truc, c'est que, et après on dira au revoir, c'est Spielberg a réussi à faire un film extraordinaire, à faire un film nouveau, avec tellement de choses de vieux. Et ça c'est important. On dit qu'il n'y a plus d'idées dans le cinéma, et on en a le contraire là. Certes, c'est une adaptation, certes, c'est des références aux années 80, 90, à la pop culture. Le cliché le plus ultime de tout ce qui est remake et reponte à Hollywood, et pourtant il nous livre un magnifique film qui est nouveau dans sa façon d'aborder le cinéma, dans sa façon d'aborder des sujets importants, et dans sa façon d'aborder les nouvelles technologies. En reprenant du vieux, donc comme quoi on a toujours des idées qui sont soit remake, soit suite, mais on a toujours des idées de quoi faire du neuf avec du vieux, de quoi faire de belles choses. Et c'est pour ça que j'aime le cinéma. C'était le Geek à lunettes. Le geekophile. Et le geek scientifique. Finité. Et Incantatem.